la partie un petit peu plus santé publique, la partie plus préventive. Et on remercie Frédéric Futz de Lyon, qui est donc le directeur du pôle du service de la CHAM. La CHAM, c'est la Société hospitalière d'assurance mutuelle et qui assure la moitié des lits hospitaliers français. Bien. Je parle plutôt là-dedans. Public. Dont le siège est à Lyon. Je ferai un petit rappel. Bien, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Merci d'avoir invité l'assureur à participer à vos débats. Je suis Frédéric Futz, je suis médecin, je ne suis pas chirurgien. Et je m'occupe effectivement d'une direction dédiée au management des risques chez un assureur que la plupart d'entre vous connaissent bien, CHAM. La question était quelles sont les attentes d'un assureur auprès des chirurgiens pour essayer de diminuer les accidents médicaux. Alors je vais essayer de vous proposer 3-4 points, vous rappeler rapidement ce qu'est CHAM, son implication dans le management des risques, faire un focus sur des visites de risque qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, mais à travers quelques critères de ces visites de risque, vous verrez que le praticien, le chirurgien est très, très impliqué dans le dispositif. Et j'essaierai en synthèse, enfin je vous proposerai comme réflexion ou comme conclusion, je ne sais pas, qu'on n'est pas tant dans la contrainte, bien sûr que l'assureur vous propose du défensif, mais je crois que ce qui ressort de tout ça, c'est que les praticiens, les chirurgiens sont au cœur du dispositif de management des risques dans les établissements. Alors, CHAM en quelques chiffres, effectivement, on est basé à Lyon, parce qu'on a été porté sur les fonds baptismaux, si je puis dire, il y a plus de 80 ans, 85 ans, par l'hospitalisation publique, notamment les hôpitaux publics du Sud-Est autour des hospices civils de Lyon. On est le premier assureur de responsabilité civile médicale en France avec 50% de part de marché, notamment 75% des hôpitaux publics. Et puis 25% des établissements de soins privés. On assure environ 9000 sociétaires et établissements et professionnels de santé, tout ça représentant 60% des lits dits MCO en France. On a l'habitude de dire aussi, étant donné notre forte implication sur les plateaux techniques, tant de chirurgie que d'obstétrique, on assure 2 accouchements sur 3 en France, ce qui est un chiffre qu'on aime bien ressortir. On assure 3500 structures sociales et médico-sociales. On est aussi positionné sur les EHPAD et autres structures de ce type. On est une mutuelle de taille moyenne qui représente un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 320 salariés. Alors, notre mission, elle est de sécuriser les activités des établissements et des professionnels de santé. Donc, il y a une composante assurance qui est la plus importante. On couvre vos risques, on gère les réclamations qui vous sont adressées et, le cas échéant, on règle les sinistres. Mais on a aussi une activité en amont, une activité dédiée au management des risques, que je vais vous décrire très rapidement. On espère être légitime sur ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce que les établissements nous l'ont demandé. Ils voient assez naturellement dans les assureurs spécialisés que nous sommes, avec quelques autres, un assureur légitime à apporter de l'information dans le domaine du management des risques. Il est vrai qu'on a des bases documentaires uniques. Pour votre information, un assureur comme nous reçoit environ 12 000 réclamations par an. On va dire qu'un sinistre, c'est des réclamations. Alors, il y a des fins de non-recevoir, ou alors il y a un traitement amiable. Éventuellement, il y a un traitement judiciaire avec des rapports d'experts et un jugement avec condamnation ou non-condamnation. Donc, dans le début, si je puis dire, du traitement, il y a les réclamations. On en reçoit environ 12 000 par an, dont 5 000 réclamations corporelles. C'est pas inintéressant parce que si on rapporte ça à, je sais pas, 5 millions d'actes chirurgicaux en France, ou peut-être un peu plus, 15 millions de passages aux urgences, ou 16 millions, 820 000 naissances, on est dans du 10-3, 10-4 en termes de survenue de réclamations.
Bon, c'est des chiffres qu'évoque souvent professeur Amalberti, que vous connaissez bien. Bon, c'est aussi, au passage, la confirmation que la prise en charge du patient est assez sécurisée dans nos établissements. Hein, voilà. Donc, on a des bases documentaires qui nous permettent de vous proposer de l'information. On a une expertise médico-légale à travers une direction juridique, des médecins conseils. Et puis on connaît bien les établissements. Dans le pôle service où je travaille, la plupart des collaborateurs viennent des établissements, qui sont infirmières, ingénieurs ou anciens directeurs d'établissement. On a essayé d'avoir une approche très précise. On n'est pas une société savante, nous ne sommes pas un organisme de tutelle, même si nous pouvons travailler avec ces organismes. On se veut être un partenaire et qui a focalisé son approche sur l'identification des dysfonctionnements immédiatement à l'origine des sinistres, et puis les bonnes pratiques médico-légales qui n'ont pas permis de défendre un dossier dans de bonnes conditions. Et puis on a une organisation et des offres, un pôle service, une direction juridique, un comité médical qui nous aide à délivrer toutes ces activités. Les activités, je vais vite, beaucoup de publications, soit sur un site internet, soit à travers le Panorama, qui est sorti il y a 2-3 semaines, un comité médical qui produit à travers une thématique tous les ans. Cette année, c'était le dossier patient, donc j'aurai plaisir à vous l'adresser à l'issue de cette séance. On a des activités de formation présentielles, en ligne. Je parlais tout à l'heure avec le professeur Hubert de e-learning. On s'intéressera beaucoup à la formation par simulation qui est en train d'éclore. On a des activités de conseil, on fait des audits de blocs opératoires, on fait des cartographies des risques, on fait des visites de risques, et je vais en parler dans un instant. Et on commence avec des sociétés savantes à faire des études médicales, toujours à partir de nos dossiers, de façon pour avoir un regard plus médical sur les dossiers sinistres que nous gérons. Je vous rappelle, oui, je dis ça parce que nous sommes un assureur plutôt des hôpitaux, et peut-être contrairement à d'autres, comme la MACSF, on a d'abord travaillé avec des chefs d'établissement, de l'encadrement, moins que d'autres sociétés comme la MACSF qui connaissaient plus facilement les médecins. Donc nous, la connaissance des médecins, on l'a peut-être eu dans un second temps. Quelques constantes dans nos observations, les activités à risque, vous les connaissez, c'est la chirurgie programmée et en urgence, donc c'est la chirurgie. C'est l'obstétrique pour son aspect de coût, et puis c'est les urgences pour la complexité de cette prise en charge et son volume. Quelques constantes, les sinistres sont, dans 50% des cas, surviennent dans les secteurs opératoires. Les infections dites nosocomiales représentent de façon assez constante 20% de nos sinistres, tant au niveau des réclamations que des condamnations. Le défaut d'information, alors j'arrive sur un sujet médico-légal entre guillemets, peut représenter jusqu'à 10% de nos condamnations, alors que ça ne représente que 1 à 2% des plaintes, ce qui veut dire que les juges tendent, mais c'est assez compréhensible, tendent à indemniser, à rechercher à indemniser nos concitoyens victimes, et un sujet mal pris en compte comme l'information du patient peut conduire à perdre des dossiers. Les facteurs uniquement individuels représentent moins de 20% des causes, des sinistres, en tout cas c'est notre observation, donc on est souvent dans des situations organisationnelles. Les sinistres étaient souvent prévisibles, quand on creuse un petit peu, d'où l'intérêt de signaler, du signalement, et puis la qualité du contenu du dossier médical est capitale, tant quand on fait un peu une analyse de cause, que pour des aspects plus défensifs. Un autre élément en toile de fond, avant de parler des visites de risque, c'est le comportement de nos concitoyens. On a, parce que notre métier consiste à fixer des primes d'assurance aujourd'hui pour des indemnisations qui auront lieu dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est intéressant de voir un petit peu la tendance, certaines tendances comme le comportement de nos concitoyens, et on a un indice de fréquence des réclamations, donc, qui est sur une base constante, je crois que c'est un nombre de lits, et on voit que si on était en base 100 il y a une quinzaine d'années, on est aujourd'hui en base 218. Donc nos concitoyens
qui sont volontiers des consommateurs de soins, mais c'est pas péjoratif. Une grande partie de la chirurgie est programmée, après tout. Nos concitoyens ont accès à de l'information et d'une obligation de moyens, il vous est volontiers demandé, vous le savez, une obligation de résultat. Donc on a aussi cette toile de fond dans nos métiers, mais je crois que vous la connaissez et vous la ressentez largement. Alors, pour essayer d'apporter des éléments de réponse à la question qui a été posée, un mot sur ces visites de risque qui sont finalement des audits que l'on réalise sur la base d'une journée, c'est assez rapide, concernant des secteurs et des activités à risque, je vais les détailler, des audits pour mieux mesurer le niveau d'exposition au risque d'un établissement que l'on va assurer. Donc on fait une visite de risque sur une journée, et ça va nous permettre de proposer à l'établissement des recommandations et à CHAM, à des services en interne, de proposer une cotisation plus personnalisée. Ces visites de risque sont au départ de la relation qu'on a avec les établissements. On a vocation à revenir tous les 2 ans pour réaliser une nouvelle visite de risque, proposer de nouvelles recommandations. Mais si les premières recommandations ont été levées, d'ajuster la cotisation de l'ordre de 5%. On peut parler de bonus. Donc on a été, au passage, l'un des premiers acteurs à encourager financièrement les démarches de management des risques dans les établissements. Ça aussi, sachez-le, dans un environnement qui est redevenu très concurrentiel, ça a pour objectif de nous aider à mieux tarifer. Voilà, alors pour aller vite là aussi sur le sujet, les domaines que l'on regarde, des domaines transversaux, la démarche qualité et gestion des risques, la gestion des plaintes. Quand j'appelle les plaintes, c'est les réclamations qui auraient lieu dans les établissements avant qu'elles ne deviennent des plaintes adressées à l'assureur, si je puis dire. La lutte contre les infections nosocomiales, le dossier patient, le circuit des médicaments, vous verrez que vous êtes vous aussi concernés, et puis quelques lieux ou services particuliers, blocs opératoires, maternité, services des urgences. Ce qui ne veut pas dire, le cas échéant, que dans certains établissements, on n'a pas d'autres référentiels comme radiothérapie, pédiatrie, psychiatrie, mais je dirais que le corps des visites de risque, MCO, est centré sur ces disciplines. Alors, c'est assez formalisé désormais. On a un référentiel par grande famille. On essaie de prioriser d'ailleurs certaines de nos recommandations pour leur donner du poids et deux, même si ça n'est pas transparent pour l'établissement, pour permettre de donner une notation à CHAM, établissement par établissement. On a, dans une certaine mesure, certains réassureurs l'ont traduit comme ça, on a créé un outil de notation des établissements A, B, C, D sur les 4 grandes spécialités qui vont être management des risques, qui vont être chirurgie, obstétrique et urgence. C'est un outil assez abouti désormais qui est sous format informatique depuis 18 mois, ce qui nous permet de délivrer quelque chose d'assez propre et de constituer des bases de données pour nous, je vous rassure, pour permettre de mieux orienter nos formations ou nos messages à direction des établissements. Alors, je vais essayer de balayer quelques items, même un certain nombre, pour vous donner, d'abord vous donner un peu la teneur de ce que sont ces visites de risque et voir si vous, chirurgiens, avez vocation à vous positionner sur ces items. Bon, à mon avis, la réponse est bien évidemment oui. Alors, sur un chapitre comme démarche qualité et gestion des risques, on a des items qui vont être, la CME est-elle impliquée dans la démarche de prévention des risques, avec l'identification d'un médecin coordonnateur des risques, des correspondants médicaux, l'implication, l'élaboration d'un plan d'action, le suivi, les EPP, l'accréditation, thème cher au docteur Caton. Un système de signalement des événements indésirables est en place. Des RMM, traduisez les réunions de morbidité-mortalité, existent et sont animés par des médecins. On croit que c'est important que ces coups de rétroviseur sur des événements indésirables dans les établissements soient organisés par les praticiens eux-mêmes. Du temps non médical, alors le terme est peut-être pas bon, c'est peut-être plutôt du temps non clinique dédié à des démarches de prévention des risques est inscrit dans les plannings. On sait que vos charges de travail sont importantes, mais on pense que si des équipes, et notamment autour d'un praticien, sont capables de dégager du temps pour les démarches de prévention des risques, c'est quelque chose de positif. Et puis on regarde aussi beaucoup la formation continue des médecins. Alors on sait que la toile de fond est souvent difficile.
sur le sujet de la formation continue. Mais on s'intéresse beaucoup au fait que les professionnels suivent des programmes de formation, et notamment les médecins. Et j'en parlais tout à l'heure avec le professeur Hubert, on regarde aussi beaucoup maintenant les formations dites par simulation, qui au-delà des médecins, ou peut-être même autour des médecins et des praticiens, impliqueront les équipes entières. On a un sujet qui s'appelle la gestion des plaintes. L'idée est-ce que les plaintes et les réclamations sont suivies et exploitées par l'établissement. On voit parfois les plaintes qui sont gérées d'un côté par la direction juridique et la direction qualité qui n'est pas du tout au courant. On voit même des plaintes qui sont adressées à l'établissement et les professionnels en question sont pas informés d'avoir été impliqués dans un dysfonctionnement parce que le sujet est traité par l'administration ou le chef de service. On a un détail sur la gestion des dossiers contentieux où on souhaite, alors là on est dans le défensif, on est dans la relation avec l'expert, mais la présence du praticien aux expertises est très importante. Ça c'est des thèmes assez forts que je crois vous connaissez, même si c'est des moments difficiles pour les praticiens. Et puis enfin, des formations en lien avec la gestion des plaintes sont proposées aux professionnels. On a beaucoup travaillé sur l'information du patient suite à un dommage associé aux soins, conscient qu'on était que la gestion à ce stade avec le patient permettait d'éviter beaucoup de litiges. On a un sujet sur l'hygiène, et je vais passer vite parce que Madame Tissot-Guéraz viendra en dire plusieurs mots. Mais l'existence de correspondants médicaux au sein de l'établissement et l'implication dans les OH est importante. L'information, on sait que les patients sont impliqués dans la prévention du risque infectieux, c'est aussi aux praticiens de leur donner de l'information. La formation compte, et enfin, l'audit de bonne pratique est aussi regardé, mais c'est vrai que tous ces sujets sont aussi très cadrés par la réglementation, donc je vais aller vite. Oui, j'ai encore deux, trois slides. Bon, il y a un sujet très important. On a parlé du compte-rendu opératoire tout à l'heure, mais le dossier patient est crucial. Enfin, on est quand même surpris de voir, encore dans les établissements, la pauvreté de certains dossiers, avec deux composantes majeures. C'est l'information donnée aux patients, qui doit être réalisée et tracée. Et puis enfin, rappelez-vous que tous les éléments liés à la prise en charge du patient doivent être tracés dans le dossier, de l'indication opératoire au CRO, on en a parlé, et ça on l'oublie souvent, jusqu'au suivi post-opératoire, même s'il est souvent relativement court désormais dans vos établissements. Le circuit du médicament, juste pour vous dire, parce que ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on voit dans les dossiers, c'est ce qui est mentionné par vos confrères experts, la qualité des prescriptions médicamenteuses, qui est souvent assez pauvre. Et puis enfin, et on y reviendra plus tard, ça renvoie un peu au qui fait quoi entre chirurgien et anesthésiste, même si je sais que la FCVD l'année dernière avait abordé ce sujet, c'est la prise en compte et l'adaptation éventuelle du traitement habituel du patient, qui doit être réalisé quand même en amont de l'hospitalisation. Quelques sujets au niveau des plateaux techniques. L'existence d'un coordinateur médical qui travaille en coordination avec le chef de bloc, notamment sur la programmation opératoire. On a fait il n'y a pas si longtemps que ça une RMM à distance avec un établissement parce que, et j'étais un peu surpris, moi qui ai plutôt été formé dans des établissements privés où j'ai eu un poste administratif, de voir que des chirurgiens programmaient un patient pour un autre chirurgien, lequel chirurgien, n'étant pas très rigoureux dans l'envoi de ses congés, on s'est retrouvé à accueillir un patient, le sédater, pour se rendre compte que le chirurgien était en congé. Bon. C'est ce qu'on voit dans nos dossiers. Hein. Je ne sais pas. Alors, ça peut ressembler à des histoires de chasse, et je m'en excuse, mais c'est ce qu'on voit dans nos dossiers. Ça a un caractère fortement évitable. La lumière s'allume, il faut que je me dépêche. Combien vous dites ? 1 minute. Donc j'avance. De toute façon, vous aurez les slides. Checklist, j'en parle pas. Formation, j'en ai déjà parlé. Les fonctionnements de services de chirurgie, c'est pas inintéressant de réfléchir aux conditions de travail des équipes médicales. J'avais notion que beaucoup de choses passaient au bloc opératoire en termes d'activité, pas toujours dans les services. Votre activité, le volume d'activité peut compter, peut avoir un impact sur des services d'aval. L'accueil des nouveaux arrivants est important dans des environnements qui sont marqués par la pénurie. La répartition des rôles, le qui fait quoi. Le recours à des avis spécialisés qui peuvent vous être reprochés par des experts. Des protocoles spécifiques, notamment de suivi de prise en charge en post-opératoire, la continuité de la prise en charge, week-end, nuit, et la prise en charge des urgences vitales. On a tout un focus aussi sur l'activité libérale.
je pense qu'il doit y avoir des libéraux parmi vous, la relation entre établissements et professionnels libéraux est importante à formaliser pour les uns et pour les autres. Et vous avez ici quelques items, notamment autour des remplacements, des gardes, des diplômes, des aides opératoires. Pardon pour cette masse d'informations. D'abord, je partage puisque ce sont les... C'est fini. Puisque ce sont les items que nous avons par devers nous lorsque nous réalisons nos visites, mais elles sont vraiment en lien très intime avec ce qu'on voit dans les dossiers. La synthèse, c'est quoi? Les attentes et les recommandations de l'assureur, elles ne sont pas uniquement, vous l'avez vu, défensives. Elles sont quand même très liées à des aspects, certes médico-légaux, mais aussi organisationnels. Et si on peut donner un aspect un peu plus positif à cette présentation, c'est dire qu'en fait, je crois que le praticien, et notamment le chirurgien, est au cœur de l'organisation du management dans les établissements. Et je crois que c'est assez intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Deux questions sur l'aspect préventif et santé publique. Oui, je voulais revenir sur le problème des visites sur site. Je pense que c'est très important, les visites sur site. D'une part, des visites en amont, parce que pour faire de la chirurgie, il faut un environnement et des chirurgiens, c'est pas à vous que je le dirai. Et on n'accorde pas assez d'importance aux chirurgiens, je pense aujourd'hui, dans les visites sur site en amont, dans le cadre de l'accréditation. Si je regarde dans ma spécialité en orthopédie, 80% ou 90% des chirurgiens privés sont accrédités, alors qu'à peine 20% à l'hôpital public. Donc il y a un vrai problème qui se pose quand même. Et dans les visites sur site, il faudrait attacher plus d'importance à la valence accréditation, ce qui obligerait les directeurs d'hôpitaux à financer l'accréditation des praticiens de l'hôpital public. La deuxième chose, c'est en aval, quand il y a un sinistre. On a fait un travail avec la MSCSF au niveau d'Orthorisque. On a regardé 700 dossiers, les 700 derniers dossiers où il y avait des sinistres et des réclamations, et il y a eu, on a déterminé qu'il y avait 4 profils de chirurgiens à l'issue de ces 700 dossiers. C'est pour ça que je pense que les visites après sinistre sont importantes. Il y a les chirurgiens qui n'ont jamais eu de sinistre et jamais de problème. Bon, ça arrive. Il y a des chirurgiens qui ont des sinistres, mais qui n'ont jamais de déclaration, donc ça arrive aussi parce qu'ils ont un bon contact avec les praticiens, et les praticiens ne portent pas plainte. Les patients ne portent pas plainte. Ensuite, il y a la masse des chirurgiens qui ont 1 ou 2 affaires tous les 2-3 ans, et puis il y a quatrième catégorie de chirurgiens, ceux qui ont un accident, voire plusieurs accidents dans l'année ou 2-3 ans. Et là, on s'est aperçu que la visite était importante parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans la vie du chirurgien. Par exemple, les plaies de la dure-mère, souvent, l'absence de lunettes, le chirurgien devient presbyte, il a des troubles. Non, si, je vous assure que ça existe, hein. On a vu ça. Des difficultés dans la vie familiale, conjugale, des problèmes d'affaires, etc. Donc, je pense que tout ceci est important, la visite sur site des chirurgiens quand il y a des sinistres. Merci. Monsieur, vous avez évoqué la gestion des plaintes, mais je n'ai pas entendu prononcer le mot de médiation. Et ma question est, est-ce que depuis qu'il existe dans tous les établissements publics, et je crois aussi privés, des médiateurs, vous avez vu diminuer le nombre, non pas de plaintes, mais de procès? Oui, je crois que oui. Oui, absolument. On a... Au niveau de CHAM et en liaison avec les établissements, on a l'habitude de donner comme chiffre que pour des sinistres, alors pardon, je vais donner un montant, mais pour des sinistres qui ont un montant inférieur à 15 000 euros, pardon de donner des montants, on a plus de 85% des réclamations qui sont gérées à l'amiable. Et ça se fait bien en liaison avec les établissements, absolument. Merci pour cette intervention donc, qui explique bien le côté préventif auquel est attachée la CHAM. Nous avons eu au début de l'année une séance sur la chirurgie robotique et ça rapporte un petit peu tous les problèmes des nouvelles technologies. Est-ce que la CHAM est impliquée ou comment est-ce qu'elle envisage de s'impliquer pour aider peut-être à la formation de ces chirurgiens ou autres médecins aux nouvelles technologies au niveau enseignement, au niveau contrôle, au niveau validation de la qualité de ce qui a été acquis?
On va reprendre un petit peu notre discussion de tout à l'heure. D'abord, on est à l'écoute de ce qui se fait dans des centres d'expertise comme les vôtres. C'est d'abord en vous écoutant qu'on se fera une culture. On a 2 ou 3 approches, hein, je vous l'ai dit, une approche management des risques où il faudra avec vous qu'on fixe les éléments organisationnels qui doivent être respectés. On a une approche juridique pour voir un petit peu quels sont les aspects de responsabilité que vous encourez. Bon, dans un gros CHU comme le vôtre, public, vous utilisez du matériel, certes innovant, mais vous restez responsable du soin que vous délivrez, quitte, le cas échéant, à avoir une action récursoire auprès du fournisseur. Ensuite, on peut, et je reprends ce que disait Jacques Caton, on peut être en prospectif avec vous pour regarder au niveau national quelles sont les réclamations qui émergent, pour avoir une culture un petit peu commune de ce qui est en train de se passer. Mais on est en observation. C'est un peu comme des sujets de télémédecine qui ont émergé, qui existent depuis quelques années. Et d'ailleurs, on est surpris de voir qu'il n'y a pas beaucoup de sinistres pour le moment. Mais on est en observation avec vous. Et le cas échéant, on peut venir en appui sur des formations avec ce qu'on verra dans nos dossiers. Monsieur Arty, question courte. Oui, brièvement, deux réflexions de terrain. La première, c'est que les directeurs d'hôpitaux ne veulent pas fermer leurs services et donc sont prêts à prendre n'importe quel collaborateur qui sont diplômés, on ne sait pas toujours dans quel pays. Et donc, partant, la CHAM est obligée d'assurer l'hôpital et on assure donc des responsabilités avec des problèmes qui sont sans fin de complications post-opératoire qu'on ne devrait plus voir en 2014, premièrement. Et deuxième réflexion sur le terrain, je voudrais un peu que les médecins représentant la CHAM, dans des affaires difficiles, douloureuses pour les plaignants en cas de faute, ne fassent un peu plus de prosélytisme et d'humilité et qu'ils ne démarrent leur expertise ou leur dire en disant il n'y a aucune faute, c'est l'hôpital a tout bien fait. Quand manifestement il y a une erreur, une maladresse ou quelque chose, non seulement ça va énerver l'expert dans son expertise, si on a tout le temps quelqu'un qui va dire il n'y a rien à se reprocher, on l'a tout bien fait, alors que en décodant l'expertise, on voit vraiment qu'il y a eu des difficultés. Donc c'est un petit message à faire passer à vos médecins conseils qui ne doivent pas être obligatoirement à dire abonder dans le sens de l'hôpital s'il y a eu une faute.